Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire un petit retour critique, mon avis sur le retour de la série culte Sur la Terre des dinosaures. Au début des années 2000, il était une fois, il y a très longtemps, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Sur la Terre des dinosaures, la série culte de la BBC qui avait marqué toute une génération. La série culte est de retour, ou du moins c'est ce qu'on veut nous montrer, et que vaut cette nouvelle saison de Sur la Terre des dinosaures. Aujourd'hui, je vous propose donc cette vidéo qui va revenir sur chaque épisode, un épisode après l'autre, mais ça ce sera en deuxième partie. Dans une première partie, je vais d'abord vous proposer un avis général avec les points forts, les points faibles, et puis une recommandation sur est-ce qu'il faut y voir Sur la Terre des dinosaures ou pas, Walking with Dinosaurs, nouvelle série de la BBC. Alors commençons par les points forts. Les points forts, il y en a pas beaucoup. Oui, je vais vous décevoir dès le départ, mais les points forts, il y en a pas beaucoup, ils sont tout relatifs. Dans les points forts, on évite certains poncifs. Notamment, on évite de nous reparler encore une fois de l'évolution des oiseaux, les plumes, tout ça. Un thème qui a été un petit peu poncé dans les documentaires récents, parce qu'on bouffe que ça à chaque fois, l'évolution des oiseaux, l'évolution des plumes. On évite certains dinosaures qui ont été un peu trop traités dans les documentaires, comme Diplodocus, Stegosaurus. Mais c'est tout relatif, puisque à côté de ça, on va nous surbassiner avec des tyrannosaures. Alors des tyrannosaures, en veux-tu en voilà, il y a Albertosaurus, Gorgosaurus, Tyrannosaurus. Donc on va nous servir du tyrannosauridé à toutes les sauces. Donc bon, c'est ce que je dis, on évite des poncifs, mais on tombe dans d'autres poncifs encore pires, presque. On évite de nous parler de l'extinction catée, donc l'extinction des dinosaures, donc ce qui est aussi un poncif des documentaires sur les dinosaures, c'est de faire un épisode final. Là, il y a 6 épisodes sur la Terre des dinosaures, il y a 6 épisodes, donc on évite de nous faire un épisode final sur l'extinction des dinosaures. Bon, moi, comme je vous avais dit dans ma vidéo sur le trailer, j'attendais un épisode sur l'extinction des dinosaures parce que, notamment, depuis la dernière série sur la Terre des dinosaures, on a découvert un nouveau site qui s'appelle Tanis, et qui est un dépôt qui s'est formé le jour de l'extinction des dinosaures. On a réussi à dater exactement, ça s'est formé le jour de l'extinction des dinosaures, donc c'est quand même un site extraordinaire, et ça mérite qu'on en parle, et il n'y a pas énormément de documentaires qui en parlent, et en l'occurrence il y en a qu'un, et c'est un documentaire aussi de la BBC avec David Attenborough. Donc bon, j'aurais bien voulu qu'on nous en parle, mais on nous en parle pas. Donc on évite certains poncifs, mais en l'occurrence des poncifs que j'aurais préféré voir par rapport à ce qu'on nous a montré. Et puis, autre avantage, c'est qu'on voit les chercheurs. Donc il y a effectivement cette espèce de ping-pong entre la partie docu-fiction, où on nous montre les dinosaures comme si c'était un documentaire animalier, donc comme le Sur la Terre des dinosaures original, mais il y a aussi une partie où on voit les chercheurs sur le terrain chercher les fossiles, et on essaye au moins de mettre en scène une espèce de méthode hypothético-déductive où en gros il trouve un fossile, il l'interprète et ça donne lieu à une séquence avec les dinosaures où on met en scène la chose qui vient d'être découverte par les chercheurs. Donc les trucs qu'on nous montre ne sortent pas de nulle part, ce qui est l'une des choses que je reproche le plus aux docu-fiction, à savoir que ce qu'on nous montre, ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux, on s'en fout, on sait pas. Donc là au moins on nous montre d'où ça sort, on nous montre d'où viennent ces comportements. Mais bon, encore une fois, c'est à relativiser parce que voilà ce qu'ils nous montrent, quoi. On nous montre Alors des fois, on nous montre des fossiles, mais c'est des empreintes de pas, mais dégueulasses. Il y a notamment 2 séquences avec des empreintes de pas, on en reparlera plus en détail dans la partie épisode par épisode, mais il y a 2 séquences où on nous montre des empreintes de pas, mais c'est à peine identifiable comme des empreintes de pas, donc c'est un peu dégueulasse. C'est un peu et puis il y a toutes ces séquences lunaires où on nous montre des fossiles qui ont de la colle dessus, vous savez, des fossiles qui sont à l'évidence sortis d'un musée, je veux dire, qui ont de la colle dessus, qui ont été réparés, qui ont été recollés et tout, et on essaie de nous faire croire que ça vient de sortir du sol, quoi. Ouais, bon, la mise en scène, bon. Elle aurait pu être mieux faite que ça, quoi. Quitte à faire une mise en scène où on voit les chercheurs découvrir des trucs, si c'est dans un musée, faites-le dans un musée, faites pas croire qu'on a fait ça sur le terrain.
au moins on voit les chercheurs essayer de déduire des trucs à partir des fossiles. Bon, on est bien d'accord qu'il y a 15% de ce qu'on voit dans la partie docu-fiction qui est expliqué par ce que font les chercheurs, hein. Le reste, ça reste surtout de la fiction. Bon, ça c'était pour les bons points. Maintenant les mauvais points, bah comme vous l'aurez compris, j'ai pas surkiffé, hein. Dans les mauvais points, il y a on s'emmerde. On s'emmerde, j'ai jamais eu autant envie de mettre vitesse x2 sur un documentaire sur les dinosaures. Je l'ai même pas binge-watché le truc, hein. C'est-à-dire que je l'ai pas regardé jusqu'à être complètement gavé, tu sais. Je l'ai regardé, j'ai regardé un épisode par jour, tranquillou. Et même là, arrivé au 3e épisode, j'ai dit, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est juste pas fou, en fait, hein. La première des raisons à ça, c'est un truc tout bête, hein, mais ça n'a rien à voir avec Sur la Terre des dinosaures du début de notre siècle. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que vous vous rappelez la musique? Bah vous la reverrez pas. Cherchez pas, elle est pas là. Donc la musique qui est devenue iconique de Sur la Terre des dinosaures, vous la reverrez pas. Elle n'est pas là. Les effets spéciaux, vous vous rappelez comment Sur la Terre des dinosaures avait réussi à compenser ces effets spéciaux numériques pas fous, parce que même pour l'époque, hein, c'était pas fou, hein, on est au début des années 2000, on a eu Matrix, on a eu Harry Potter, on a eu Star Wars épisode 1. Bon, quand tu mets la BBC après ça, les effets spéciaux ont pas l'air fous. Bon, c'est normal, hein, les effets spéciaux numériques, j'entends, ont pas l'air fous. Mais ils avaient réussi à compenser ça avec des marionnettes, avec des robots, avec des trucs. Vous retrouverez pas de ça. Tout est en effet digital. Tout est en effet numérique dans cette nouvelle série. Il y a rien en effet physique vraiment bien. Donc et ça utilise du coup la technique du hors-champ à tour de bras. Donc à chaque fois qu'il y a une morsure, à chaque fois qu'il y a une interaction, c'est caché. Voilà, parce que c'est la technique du hors-champ pour éviter d'avoir à gérer les collisions, hein, parce que c'est très difficile de gérer les collisions quand on fait des modèles numériques. Les non-dinosaures, ils font de la figuration. Et ça, mais pareil, c'était Sur la Terre des dinosaures, série originale. Je veux dire, il y avait tout un épisode, par exemple, sur le pliosaure, sur le Liopleurodon, il me semble que c'était là où on le voyait sortir de l'eau et bouffer l'allosaure. Justement, il y avait tout un effet de mise en scène sur, on croyait que l'épisode allait être sur l'allosaure, et en fait non, t'as le Liopleurodon qui sort et il lui explose sa tronche. C'était dantesque, c'était épique, et tout l'épisode était sur ce Liopleurodon. Là, y a rien, les non-dinosaures font de la figuration. Il y a une ammonite qui est crevée sur une plage, il y a un pliosaure qui est crevé sur une plage, il y a un moment où on nous parle d'une feuille d'arbre. Ah si, il y a les ptérosaures. Ah ouais. Les ptérosaures, ouais, parlons-en des ptérosaures. Alors les ptérosaures sont tous... C'est le même modèle à chaque fois, c'est-à-dire qu'il lui donne un nom différent, mais à chaque fois il réutilise le même modèle. C'est un Quetzalcoatlus, et puis ils font juste varier la taille, et puis ils lui donnent un nom différent. Mais sinon c'est toujours le même ptérosaure qu'on nous montre, c'est un Asdarchidé standard numéro 3. Et puis la chronologie, putain, la chronologie... Hein? Vous rappelez comment Sur la Terre des dinosaures, série originale, nous faisait toute l'histoire des dinosaures depuis le Trias jusqu'à leur extinction à la fin du Crétacé? Eh ben, oubliez ça, tout se passe au Crétacé dans cette série, sauf le dernier épisode qui se passe à la toute fin du Jurassique. Tu sens qu'ils ont pas eu le choix, je veux dire, il devait y avoir quelqu'un qui tenait un flingue derrière, dire, ok, ça va être le Jurassique, mais la toute fin du Jurassique, on est presque au Crétacé. Il y a qu'un seul épisode qui se passe pas au Crétacé. J'ai même envie de dire, il y a qu'un seul épisode qui se passe pas au Crétacé supérieur, parce que tous les épisodes sont au Crétacé supérieur. Et ça va me faire glisser sur le point suivant, le plus gros défaut de tous, à vouloir trop ressembler à Préhistorique Planet, qui, je le rappelle, se passait exclusivement au Crétacé supérieur d'Amérique du Nord. Bah, tu souffres la comparaison. Et il y a pas photo sur la comparaison, je veux dire, sur la Terre des dinosaures, cette nouvelle saison, il y a au moins 2 épisodes, alors je crois que c'est épisode 3 et l'épisode 6, les effets numériques sont dégueulasses. Mais l'épisode 6, il m'a donné des PTSD de The Flash,
Alors je sais pas si vous avez vu le film The Flash, mais c'est une horreur. Les effets spéciaux sont pas finis. Ou Furiosa aussi. Furiosa, il a le même problème. Hein. Le syndrome en fait du désert numérique. Vous savez, où il se passe rien. Le syndrome du désert numérique absolu avec des textures dégueulasses. Et bah pareil. Et donc il y a au moins 2 épisodes là sur la Terre des dinosaures où les effets spéciaux sont immondes. Enfin, les effets spéciaux numériques sont immondes. Mais de toute façon, tous les effets spéciaux sont numériques dans cette nouvelle saison. Donc voilà quoi. Je veux dire, donc le principal défaut au final, c'est que ce Sur la Terre des dinosaures saison 2 n'essaye même pas de ressembler à Sur la Terre des dinosaures. Il essaye de ressembler à Préhistorique Planet. Je l'ai regardé en VO. Et le commentateur, il a un accent américain. Tout se passe en Amérique ou presque. Il y a que encore une fois le dernier épisode et l'épisode 3 qui se passe au Maroc, mais avec des chercheurs américains. Donc de toute façon, non, c'est l'épisode 2, pardon, qui se passe au Maroc, mais avec un chercheur américain, Nizar Ibrahim. Donc et tout avec un accent américain. Donc la BBC a même oublié que le mot dinosaure était anglais à la base. Si même la BBC se rappelle pas que le mot dinosaure est anglais, qui va s'en rappeler, quoi, je veux dire. Et puis après, il y a les dinosaures eux-mêmes. Alors les dinosaures eux-mêmes, en réalité, j'aimerais bien vous faire des commentaires sur le fait qu'ils sont réalistes, pas réalistes, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien. Tout était dans le trailer. Il y a 0 surprise. Si vous avez vu le trailer, si vous avez vu mon analyse du trailer, allez voir mon analyse du trailer, parce que tout ce qui est reconstitution des dinosaures, c'est dedans. C'est déjà dedans. Je veux dire, j'ai quasiment rien à rajouter aux commentaires que j'ai fait sur le trailer. Le trailer, vous spoilez absolument tout. Voilà. Donc cherchez pas. Il n'y a pas un seul dinosaure dans la série qui ne soit pas dans le trailer. Donc j'ai déjà commenté tout ce qu'il fallait dire. Ils sont hyper anthropomorphiques. Ça se voyait pas dans le trailer, mais les dinosaures, ils sont hyper anthropomorphiques. Donc la structure de ces 6 épisodes, c'est chaque épisode raconte l'histoire d'un dinosaure. À chaque fois, on voit les scientifiques déterrer les fossiles d'un dinosaure en question et on nous raconte l'histoire de ce dinosaure. Donc spoiler alerte, on sait déjà qu'il est mort. Donc on nous les anthropomorphise au point qu'on s'y attache, mais on veut pas nous les montrer en train de mourir, alors même qu'on nous spoile leur mort dès le départ. Pourquoi du coup ne pas nous le dire? Bref. Ils ont des réactions humaines, ils ont cette brillance dans l'œil qui les rend hyper humains. Ils sont hyper humanisés. Le bébé Triceratops de l'épisode 1, là, il a des réactions qui sont tellement pas naturelles. Je veux dire, il voit des machins en train de se défoncer la tronche devant lui et au lieu de se barrer en courant, il les regarde comme ça. Oui, alors, je sais bien que le scénario t'impose de rester pour le combat entre le T-Rex et le Triceratops, mais par pitié, aie une réaction de véritable animal. Une fois de plus, sur la Terre des dinosaures originale, c'était ça sa force. C'était de nous montrer ça comme si c'était un documentaire animalier. Là, c'est pas un documentaire animalier. Ils réagissent pas comme des animaux, ils réagissent comme des êtres humains. Je veux dire, dans ce cas-là, prenez Nigel Marven, refaites une série sur Nigel Marven. Il est toujours vivant, il fait toujours des documentaires. Refaites une série avec Nigel Marven où c'est lui qui va rester en train d'observer la nature déchaîner sa puissance. Je veux dire. Mais nous mettez pas un bébé Triceratops qui a l'air de pas comprendre que quand il voit un T-Rex, il faut qu'il court dans la direction opposée, quoi. Et ça vraiment plein de fois dans la série, on a cette impression que on nous raconte l'histoire d'un animal qui était juste trop con pour vivre parce qu'il court pas dans la direction opposée quand il le devrait, quoi. Et puis pour continuer sur les dinosaures, ils sont trop bruyants. Ils sont tous hyper bruyants. Ils arrêtent pas de gueuler, de brailler, c'est casse-pied, c'est casse-pied. Ils sont trop bruyants. Tous les carnivores ont la dalle. Tous les carnivores sont des monstres assoiffés de sang qui chassent. Tous les herbivores sont en rut. Hein. C'est tous les pièges, rappelez-vous dans le trailer, ce que j'avais dit dans ma réaction sur le trailer, c'était par pitié, pas que du Crétacé, et par pitié, pas que des parades nuptiales. Les deux. Alors les deux, et droit dedans, les 2 pieds, les 2 mains dans la merde. Là, ils sont tous en rut, mais c'est terrible.
Ah, c'est le festival du B&B, hein, ça baise et ça bouffe, le B&B. Donc ça baise et ça bouffe tout le temps, et ça fait rien d'autre, voilà, donc c'est... Donc ciao la diversité comportementale, tout le monde se déplace en troupeau, tout le monde est social, tout le monde a des comportements ultra complexes. Et une fois de plus, hein, et une fois de plus, ça nous ramène à ce problème que ouais, ça essaye de tout faire trop comme Préhistorique Planet, et de fait, ça souffre une fois de plus la comparaison. Donc, recommande-je la nouvelle série sur la Terre des dinosaures, vous passerez pas un trop mauvais moment. Moi, j'en ai vraiment eu marre à la fin de l'épisode 2, j'en avais déjà marre, personnellement. Mais je sais que c'est parce que je suis trop critique de ce genre de contenu-là. Les docu-fictions, c'est pas ma tasse de thé. Les documentaires, de manière générale, c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais est-ce que je le recommande? Si vous êtes un vrai grand fan de dinosaures, vous passerez pas un mauvais moment. Si vous avez beaucoup plus de tolérance que moi, alors si mes commentaires là vous retrouvez pas dedans, allez-y, voilà, je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Si vous ne vous retrouvez pas dans les commentaires que je viens de faire, allez-y, c'est fait pour vous. C'était vraiment pas fait pour moi. Et si vous espérez retrouver les mêmes sensations que le premier sur la Terre des dinosaures, ça n'arrivera pas. Ça, par contre, je peux vous dire d'ores et déjà, quel que soit où vous vous placez sur le continuum de est-ce que vous êtes docu-fiction ou pas, vous ne retrouverez pas les mêmes sensations que sur le premier sur la Terre des dinosaures. Ça n'essaye même pas, en réalité. Alors après, vous pouvez prendre ça comme une qualité ou pas, hein, mais je veux dire, c'est littéralement un ersatz de Préhistorique Planet que la BBC a fait, parce qu'ils ont vu Préhistorique Planet et ils ont vu que ça avait marché. Donc ils ont vu Préhistorique Planet, ils ont vu que ça avait marché, ils ont voulu refaire presque pareil, et ils lui ont collé un skin de Sur la Terre des dinosaures. Mais en réalité, il n'y a pas la musique, il n'y a pas la mise en scène, il n'y a pas les effets spéciaux en dur, comme il y avait dans l'original. Il y a pas la même structure narrative, il y a rien en fait. Il y a rien de Sur la Terre des dinosaures dans ce Sur la Terre des dinosaures. Donc si vous y allez pour espérer retrouver vos sensations des débuts des années 2000, vous ne les aurez pas. Et vous ne les aurez d'autant pas que de toute façon ces sensations des années 2000, je veux dire c'est fini, hein. Le problème c'est que à l'époque où Sur la Terre des dinosaures est sorti, au début des années 2000, on n'avait rien à se mettre sous la dent en documentaire de dinosaures. Alors je dis pas qu'il y en avait pas, mais ils étaient tous de qualité assez discutable. Notamment au niveau des effets spéciaux, une fois de plus. À l'époque, si vous vouliez voir un vrai beau dinosaure dans un documentaire, vous pouviez vous brosser. Les documentaires de l'époque, les effets spéciaux numériques étaient vraiment ignobles. Et généralement, il y avait une séquence de 2 minutes qui était recyclée 25 fois dans un documentaire de 30 minutes. Donc vous voyez, à l'époque, ce qu'on voyait, c'était la même séquence de dinosaures en 3D pas beau, en train de faire... Et on nous l'a repassé 40 fois en boucle. Donc évidemment que quand Sur la Terre des dinosaures est sorti, et que là, on avait quasiment un documentaire animalier, mais avec des dinosaures, ça nous avait halluciné tous, on était sur le cul, quoi. Mais ça, on peut plus, parce que ça a été refait des milliers et des milliers de fois. Je veux dire, Sur la Terre des dinosaures a donné le ton. Bon, là, Sur la Terre des dinosaures n'est plus le leader. C'est un peu triste à dire, mais Sur la Terre des dinosaures, maintenant, c'est le copieur. Et là, ça a clairement copié Préhistorique Planet, ou ça a clairement essayé de copier Préhistorique Planet. À mon avis, en moins bien. Et puis pour faire une rapide conclusion sur la valeur éducative de la chose, est-ce que je recommanderais ça pour l'utilisation en classe ou à des fins d'éducation? 10 sur 20. Ça peut mieux faire, mais ça aurait pu être pire, mais honnêtement, ouais, ça reste un grand classique, quoi. On sort absolument pas de la zone de confort des autres documentaires sur les dinosaures, donc ça ou autre chose. Voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc ça, c'est mon avis général. Maintenant, on passe épisode par épisode avec l'épisode 1, qui se passe aux surprises dans le Crétacé des US, et qui on est épisode 1, 12 minutes dans l'épisode 1, sachant que l'épisode fait 45 minutes, on est à 12 minutes de l'épisode 1, on a déjà Tyrannosaurus Rex.
c'est tout pour le spectacle et c'est tout pour le spectacle et c'est tout quoi. Et on a cette scène lunaire où on a ce ptérosaure là. Donc c'est là que je disais, ils ont utilisé le même modèle de d'Asdarkidé pour tous les ptérosaures. Donc voilà, ils ont tous cette gueule là. Ils ont tous cette tronche. Regardez-le, il a complètement le T-Rex dans son champ de vision et on essaie de nous faire croire que c'est une attaque surprise. C'est Donc dans cette version-là, il s'appelle Inferno Draco, il est sourd, il est aveugle et il est un peu con. Mais bon, je vais essayer de parler quand même des trucs un peu positifs parce que de toute façon maintenant j'ai déjà bien déblatéré mes trucs négatifs. Les trucs un peu positifs. T-Rex, ils disent qu'il est nocturne. Vous vous rappelez, je vous avais fait toute une vidéo sur la biologie du T-Rex et sur son système nerveux justement, c'est ce que je vous mets à l'écran là, hein, c'est l'endocrâne de T-Rex. Alors dans le documentaire, ils nous font croire qu'ils avaient une imprimante 3D sur le terrain, tu sais, au milieu du désert, comme dans Jurassic Park 3 d'ailleurs. Donc dans le documentaire, ils essaient de nous faire croire qu'ils ont une imprimante 3D sur le terrain et qu'ils ont imprimé en 3D ce moulage endocrânien de T-Rex. Bon, en réalité, ce moulage endocrânien bleu, normalement, ça doit vous rappeler des souvenirs. Quand je vous ai dit, vous voyez un endocrâne bleu, c'est Larry Whitmer. Donc le professeur Larry Whitmer, qui est le spécialiste de la paléoneurologie des dinosaures, qui est le mec qui a introduit l'iconographie de l'endocrâne bleu. Donc quand vous voyez un cerveau de dinosaure bleu, c'est Larry Whitmer. Donc là, et en l'occurrence, c'est lui qui les peint à la main, ces endocrânes. Donc il n'y a aucune chance qu'ils aient imprimé ça en 3D, hein. Ils ont demandé à Larry Whitmer de prêter l'endocrâne pour le documentaire, hein. Donc là, on essaie de nous faire croire qu'ils viennent d'imprimer cet endocrâne de T-Rex sur le terrain, et ils l'analysent, et justement, ils disent « le T-Rex était nocturne ». Donc c'est exactement ce que je vous avais dit, moi, dans mon analyse sur le T-Rex. Alors ici, ils disent que c'est parce que le T-Rex avait des gros yeux. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais retrouvé les anneaux sclérotiques de T-Rex. On a ses proches parents, Gorgosaurus par exemple, mais on n'a pas T-Rex lui-même. Mais la raison pour laquelle on pense que T-Rex était nocturne, c'est parce qu'il a des petits lobes floculaires. Donc là, normalement, les animaux, ont un gros truc là qui passe. Ça, c'est le canal semi-circulaire antérieur que je vous montre ici. Et normalement, il y a un gros lobe qui est censé passer en forme de doigt, qui est censé passer à l'intérieur de ce canal. Donc normalement, sur un endocrâne de dinosaure classique, vous devriez voir un gros truc bleu qui ressort ici. Et là, on le voit pas. Et ça, le fait de ne pas avoir ça, c'est généralement un truc qu'on retrouve chez les oiseaux nocturnes modernes. Bon. Donc ça pourrait vouloir dire que T-Rex était nocturne. Bon, de toute façon, les yeux de T-Rex est un gros animal, donc il avait forcément des gros yeux, même si c'est pas proportionnel. Donc effectivement, ses yeux devaient quand même capter pas mal de lumière. Après, tentez de savoir, est-ce que des gros yeux, ça implique forcément d'avoir beaucoup de capteurs à l'intérieur des yeux, ou est-ce que les capteurs sont plus gros aussi et que du coup t'as moins de capteurs par rapport aux gros yeux. Bon, bref, on peut débattre de ça. Mais en tout cas, ils disent que le T-Rex est nocturne, donc ça, effectivement, c'est pas mal du tout. On nous parle, à 37 minutes, on nous parle d'un coprolithe, donc on nous montre un coprolithe de T-Rex. Donc ça, c'est assez rare pour le mentionner, hein. C'est rare quand on nous montre des coprolithes dans les documentaires, donc c'est pas mal de mentionner ça. Les coprolithes, c'est donc les crottes fossiles, et ils analysent la crotte fossile en nous disant il y a des os à l'intérieur, donc c'est un carnivore, et puis ils nous expliquent pourquoi ce coprolithe est possiblement celui d'un T-Rex. Bon, c'est la taille, hein. Je veux dire, c'est quand vous voyez une mer de fossiles grosse comme ça, il y a pas trop à tortiller du cul sur le fait que ça appartient à un T-Rex. Quand il y a des os à l'intérieur, évidemment, faut que ce soit un coprolithe de carnivore. L'épisode 1 se termine par un combat avec un Triceratops solitaire. C'est le seul animal solitaire que vous allez voir de toute la série, donc profitez-en bien. Voilà, c'est la première fois que vous aurez un petit peu de diversité comportementale. Donc ouais, bref, ça se termine avec un combat T-Rex Triceratops, un combat qui est une aberration comportementale. Il passe 1 heure à se gueuler dessus, mais ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont trop bruyants les animaux. Alors oui, les dinosaures, on a un cas c'est un ankylosaure qui a été retrouvé. On a retrouvé ses os, les os de son pharynx, et du coup on peut voir qu'ils avaient quand même un organe vocal. Donc contrairement à la plupart des reptiles modernes, les dinosaures étaient capables de produire des sons avec leur gorge.
allez, admettons, je te le donne, allez, je t'en fais cadeau, mais là, putain, il passe une demi-heure à se gueuler dessus. Le Triceratops, il devient fluo, hein, c'est ce que je vous montre à l'écran. Le Triceratops devient littéralement fluo, sachant que ça se passe la nuit, donc il est littéralement bioluminescent. Et le Triceratops gagne, spoiler alerte, avec une charge frontale avec ses cornes. Je veux dire, quand vous savez que le crâne d'un Triceratops, il est quasiment vide, je veux dire, là c'est creux en dessous, là. Hein. Là, c'est la fenêtre antéorbitaire, c'est creux là-dessous. Là, en dessous des cornes, ici, vous avez l'orbite. L'orbite, c'est pareil, c'est pas de... c'est pas de la... c'est que de la viande, là. Il n'y a pas d'os, là, dans l'œil, hein. Heureusement, c'est son œil. Donc, je veux dire, une charge frontale... Là, comme ça, bam, sur plusieurs mètres, et vlan, je vais défoncer le flanc d'un T-Rex. Mais non. Et on passe donc à l'épisode 2 sur Spinosaurus, alors probablement l'épisode le plus attendu de la série, hein, puisque c'est à peu près le seul truc nouveau, hein, dans cette histoire. Le seul truc qui se passe pas dans le Crétacé supérieur d'Amérique du Nord, à part l'épisode 6. Qui se passe dans le Jurassique supérieur du Portugal. Donc l'épisode 2 qui est un petit peu le vent de fraîcheur normalement qui devrait souffler sur cette série. Et honnêtement, j'aurais été... j'ai cringé, quoi. J'ai cringé devant cet épisode, quoi. C'est pourquoi, et la raison est très simple, c'est pourquoi vous voulez parler de Spinosaurus si c'est pour que 95% des trucs que vous montrez n'aient rien à voir avec Spinosaurus. C'est-à-dire que Spinosaurus, son truc à lui, le truc qu'on sait à propos de Spinosaurus, c'est que 1, il est très gros, et 2, il est aquatique. Eh ben, je vous assure que 45 minutes d'épisode, il y en a au moins 35 où Spinosaurus, il se balade sur la terre ferme. et regardez à quoi il ressemble, quoi. Regarde, je veux dire, il est où là son centre de gravité à Spinosaurus selon vous là? Là, il est là son centre de gravité. Je veux dire, là, il devrait être en train de se ramasser la gueule par terre là. Je veux dire, si vous lui faites les proportions de Nizar Ibrahim 2014, moi j'ai rien contre ça. Ça a été publié, bon bah c'est ok, admettons. Mais si vous lui donnez les proportions de Nizar Ibrahim 2014, mais faites-le aller dans l'eau. Dites-nous, ses jambes sont trop courtes. Il est pas à l'aise sur terre, mais waouh qu'il est balèze dans l'eau. Voilà, faites-lui faire ça. Là, il tient debout, c'est la magie. Ouais, alors Spinosaurus aquatique et piscivore. Le troisième truc, c'est Spinosaurus et piscivore. Et ben, ce qu'on va vous montrer, c'est Spinosaurus sur la terre ferme, avec des comportements parentaux qui n'ont jamais été documentés chez Spinosaurus, hein, évidemment. On n'a jamais trouvé de juvénile de Spinosaurus, déjà pour commencer. Donc, ce qu'on va vous montrer. Donc les 3 trucs qu'on sait de Spinosaurus, c'est 1, il est grand, 2, il est aquatique, 3, il est piscivore. Eh ben on va vous le montrer sur la terre ferme, en train d'essayer de bouffer de la viande d'animaux terrestres et en train de faire des soins parentaux qui n'ont jamais été documentés. Voilà. Donc question, si t'as rien d'intéressant à dire sur le Spinosaure, pourquoi t'en parles, quoi? Donc si vous vouliez apprendre des trucs sur Spinosaurus, passez votre chemin. Y a tout un passage, il nous montre ça en nous disant ça c'est des empreintes de dinosaures, regardez le titanosaure comme il était immense, quoi. Ouais, c'est ça votre fossile le plus convaincant, et je veux dire, ils nous montrent toutes les empreintes et ils nous disent ouais ce sont des empreintes de titanosaures. Je remets pas ça en question, hein. Je veux dire, il y avait des titanosaures à l'époque au Maroc, y a pas de souci, je remets pas ça en question, mais c'est vraiment ça que t'as envie de mettre en scène dans un documentaire? Et ils font pas ça qu'une seule fois, ils font ça dans un autre épisode après. C'est vraiment ça que vous voulez mettre en scène? Je veux dire, on est dans le monde des post-vérités où absolument tout est remis en question, et le truc le plus convaincant que tu veux nous montrer pour nous dire qu'il y a des titanosaures au Maroc, c'est cette empreinte dégueulasse. En vrai. En vrai. Là, il y a des choix de mise en scène qui sont catastrophiques, je trouve, hein. Je veux dire, enfin, comment tu veux que les gens regardent ça et soient convaincus, ah bah oui, il y avait vraiment des titanosaures, dis donc, des gros dinosaures quadrupèdes.
déjà quand tu montres des empreintes et que tu dis ouais il y avait un dinosaure tout entier, la plupart des gens te disent mais comment vous savez à quoi ressemblait le dinosaure, vous avez que le pied. Et déjà là t'es bien emmerdé, tu vois. Déjà là t'es super emmerdé en disant bah ouais t'as que l'empreinte de pied, comment tu sais à quoi tout le dinosaure ressemblait. Bon bah c'est parce qu'on sait que à l'époque dans les continents gondwaniens, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique, quand on trouve une empreinte aussi grosse que ça et que c'est un dinosaure quadrupède, bon bah y a pas trop de doute sur le fait que ça appartient à un titanosaure, mais déjà en tant qu'empreinte c'est pas convaincant. Alors en plus, faut arriver à faire croire aux gens que c'est normal de dire que ça appartient à un titanosaure, quoi. Non, quoi. La réponse est non. La réponse est très très mauvais choix au niveau de la mise en scène là. Et puis bah au final, on a un combat entre spinosaures à la limite. Là c'est pas mal puisque on nous dit que la crête était utilisée pour impressionner le rival d'en face et pour une fois on nous les montre en train de se mettre de profil du coup pour essayer de s'impressionner l'un l'autre avec leur crête. Parce que évidemment dans la plupart des documentaires c'est un énorme problème de l'anthropomorphisme, hein. Une fois de plus il y a un énorme problème d'anthropomorphisme qui est que on s'imagine que quand un animal regarde, enfin quand le museau d'un animal est tourné vers l'avant, on s'imagine que l'animal regarde vers l'avant. Mais non, c'est exactement le problème qu'on avait tout à l'heure avec l'Asdarchidé, le ptérosaure qui avait totalement le tyrannosaure dans son champ de vision, mais on s'imagine que juste parce qu'il a le museau tourné vers l'avant, il regarde vers l'avant. Mais non, c'est de l'anthropomorphisme, ça. Ils ont pas une vision binoculaire, les bestiaux. Donc à chaque fois on nous montre des animaux qui se font des espèces de rituels pour essayer de s'impressionner, pour essayer de faire croire qu'ils sont gros, mais on oublie de nous les montrer de profil, parce que c'est ça qu'ils font les animaux aujourd'hui pour faire croire qu'ils sont gros. Ils se montrent de profil, parce que de profil on a l'air vachement plus gros que quand on est de face, quand on est un animal quadrupède. Ou un animal avec une bipédie pronograde. Là au moins ils ont fait ça bien. On arrive donc à l'épisode 3, et alors l'épisode 3 c'est la douche froide. Oh, là, et c'est là que j'ai commencé à en avoir marre, c'est épisode 3. Oh bah ça alors, le Crétacé d'Amérique du Nord. Oh bah ça alors, Utahraptor, c'est original ça, dis donc, on l'a pas déjà eu avant ça, Utahraptor. Oh bah ça alors, il chasse en meute. Oh bah ça alors, avec des griffes, je cite, aiguisées comme des rasoirs, alors qu'on sait que les griffes des raptors sont pas du tout aiguisées comme des rasoirs, hein. Les putains de poncifs de l'enfer, mais qui reviennent au galop après avoir été légèrement poussés vers l'extérieur pendant l'épisode 2, mais alors ça te c'était le retour de bâton, plaf, dans ta gueule. Et c'est là que j'en ai eu marre. Donc arrivé à 5 minutes de l'épisode 3, là j'en ai eu marre, voilà. J'ai abandonné l'idée, j'ai abandonné tout espoir que ça allait m'apporter la satisfaction. Donc ouais, on a Utahraptor, et puis il chasse en meute, et puis les effets spéciaux notamment sur ces ankylosaures, ils sont pas beaux. Oh là là, c'est caoutchouteux, c'est fake, non, vraiment pas fou du tout. Les bons points, allez, à la limite parlons des bons points. On voyait dans le trailer ces ankylosaures se mettre des coups de boule, ce à quoi j'avais dit pourquoi vous voulez leur faire se foutre des coups de boule, les machins ils ont des armures corporelles complètes, pourquoi vous leur faites faire des coups de boule? Ça n'a aucun sens. Bon, on les voit se tamponner latéralement, ce qui va avec le sens que ils ont des épines sur le côté, donc ils se mettent des gros coups de corps sur le côté. Bon bah là au moins c'est cohérent. Là au moins c'est cohérent avec leur anatomie, c'est cohérent avec les fractures qu'on a retrouvées sur certains ankylosaures où justement les épines latérales étaient fracturées. Voilà, là au moins il y avait une amélioration, donc là j'étais content. On les voit lécher des minéraux histoire d'alimenter justement leur corps en minéraux. J'aurais préféré les voir en train de manger des os comme le font les girafes, puisque c'est quand même du phosphate de calcium qu'il leur faut. Donc là c'est les os, voilà, manger les os d'une carcasse qui est là, c'est quand même
ça a plus de sens. On voit ça dans l'épisode 6. Donc à la limite, allez, passons, je leur donne un bon point pour ça. Dans les autres bons points, on nous montre enfin ce fameux fossile dont on nous parle depuis maintenant plus de 10 ans, soi-disant d'un assemblage de squelettes d'Utahraptor qui ont été retrouvés tous ensemble, hein, qui sont la raison principale pour laquelle on nous dit que les Utahraptors chassaient en meute, hein. C'est parce qu'on a retrouvé une fois des squelettes tous ensemble. Donc on nous montre enfin ce fossile, c'est celui qui est à l'image en ce moment. Bon, c'est un moment qui tombe un peu comme un soufflet, puisque justement, un peu plus loin dans l'épisode, à 43 minutes, on nous parle de sable mouvant. Et donc on nous dit que les Utahraptors, ils se sont retrouvés coincés dans des sables mouvants, et que c'est pour ça que la meute a été comme ça préservée tous ensemble. Alors oui, mais justement, ça pointe clairement du doigt le problème principal avec l'interprétation de retrouver des Maccabées ensemble. Ça veut dire qu'ils ont vécu ensemble. Non, ça veut dire qu'ils sont morts ensemble. Ça veut même pas forcément dire qu'ils sont morts ensemble si tu fais intervenir des sables mouvants en réalité. Ils ont pu être victimes de ce qu'on appelle un piège à prédateurs, à savoir qu'il y a un premier Utahraptor qui se retrouve coincé dans les sables mouvants, étant mourant ou en train de mourir. Ça attire d'autres prédateurs, dont d'autres Utahraptors qui essayent de lui asséner le coup de grâce, voire même de se repaître de la carcasse fraîchement décédée, et se retrouvent eux-mêmes coincés dans les sables mouvants, et ainsi de suite. Les Utahraptors se retrouvent empilés les uns sur les autres parce qu'ils sont trop cons pour vivre. C'est un piège à prédateurs, on appelle ça. Et c'est un scénario qui est aussi valable qu'un autre si on ne fait pas d'analyse taphonomique, ce qu'on ne nous propose pas dans cet épisode, et l'analyse taphonomique de cet assemblage d'Utahraptors n'est toujours pas publiée. Donc on n'en sait rien pour l'instant. Mais bref, c'est un scénario qui expliquerait aussi pourquoi on a des Utahraptors les uns sur les autres, et ce sans faire intervenir le fait qu'ils vivaient ou chassaient en meute. Il y a toute une scène dans cet épisode qui m'a fait vraiment me poser des questions sur le sens de la vie. C'est donc ils ont envoyé les paléontologues, hein, pour leur documentaire, ils ont envoyé les paléontologues quasiment se tuer sur une falaise pour aller récupérer 7 empreintes de pas. Vous voyez, cette empreinte de pas dégueulasse, isolée, roulée, complètement bouffée par l'érosion. Ils ont envoyé les paléontologues sur une falaise à une heure qui, au vu du soleil et comment le soleil est bas à l'horizon, devait être proche de 5 heures du mat. Ils les ont envoyés sur une falaise pour aller chercher 7 daubes. Et on voit les gars avec leur empreinte qui pèse 1 tonne en train d'essayer de remonter la falaise avec leurs fossiles qui manquent de se tuer au moins une dizaine de fois. On le voit dans le documentaire. Et tu te dis, mais quoi ? Mais quoi ? Et tout ça pour récupérer une croûte ? Quoi ? C'est parce que ça, c'est une croûte, ça. Il y a une raison pour laquelle personne n'est jamais allé le chercher, ce fossile. C'est parce que c'est... Et je veux dire, ils interprètent ça comme étant une empreinte de pas d'Hadrosauridés, parce que les griffes sont arrondies, mais enfin la raison principale pour laquelle les griffes sont arrondies, c'est surtout parce que le machin a été complètement bouffé par l'érosion. C'est-à-dire, il y a rien à interpréter d'un fossile comme ça, et donc vous avez failli tuer les 4 ou 5 paléontologues pour filmer une séquence qui de toute façon conduit à l'interprétation d'un fossile qui est pas interprétable, quoi. Là en fait, on est à la moitié de l'épisode 3. Et arrivé à ce moment-là, en fait, je commence même à m'énerver. Parce que je me dis, mais là, ils leur font vraiment faire des trucs cons. Mais juste cons sans négociation, quoi. C'est juste con. Et j'espère qu'ils ont été payés très cher pour ça, les paléontologues. J'espère qu'ils leur ont financé, comme dans Jurassic Park, hein, pour les 5 prochaines années, le financement complet de vos fouilles, parce que là, honnêtement, ça vaut pas moins que ça, hein, en vrai. Ce qui nous amène à l'épisode 4. Vous reprendrez bien un petit peu de Crétacé terminal d'Amérique du Nord, hein? Vous reprendrez bien un petit peu de Cératopsien et un petit peu de Tyrannosauridés. Bon, pour changer, on va dire que c'est Albertosaurus, hein? Voilà. Vous reprendrez bien un petit peu de
Les albertosaures, je cite, s'ils sont morts tous ensemble, c'est qu'ils vivaient tous ensemble, hein? Vous en reprendrez bien un petit peu de comportements sociaux qui ont été reconstitués à partir de macabées qui ont été retrouvés ensemble, hein? Mais là, en plus, ils vivent dans une grotte, les albertosaures. Ils vivent dans une grotte, la Batcave, l'Alberto-cave. Bon, alors, allez, cherchons des trucs positifs à dire sur ces albertosaures. Ils communiquent en se touchant la face, oui. On les voit se toucher la face à un moment, et ça, j'avais dit, c'était un des gros problèmes de Préhistorique Planet, c'est que tu sais pas pourquoi, on a 1001 bonnes raisons de dire que les tyrannosauridés communiquaient avec leur tronche, à savoir en se mordant la face et en se touchant la face. On a plein de fossiles qui documentent notamment les comportements de morsure entre des individus de tyrannosauridés, et donc là on nous montre ça. Voilà, ça c'est ce qu'on nous montre dans cet épisode-là, c'est le bon point de cet épisode, c'est probablement la meilleure chose de toute la série documentaire. On nous montre des tyrannosauridés qui communiquent en se touchant et en se mordant la face, et ils ont des stars, ils ont des cicatrices, ils en ont pris plein leur gueule, et ça c'est bien. Donc ça, on nous montre enfin des tyrannosauridés avec des cicatrices sur la tronche, donc ça c'est bien. Bon, bah à côté de ça, il faut se taper des albertosaures qui vivent dans une grotte, dans une société matriarcale. Bon, bah tant pis, tant pis. Est-ce que j'ai des moyens de démontrer que la société des tyrannosaures n'était pas matriarcale? Non. C'est vrai que dans l'absolu, on pense que les tyrannosauridés femelles étaient plus gros que les mâles, donc c'est vrai que si ils vivaient en meute, ils devaient probablement se faire dominer par les femelles qui étaient plus grosses et plus robustes. Admettons. Là, le problème, c'est dans ce documentaire, c'est qu'on nous montre une meute d'Albertosaurus en train de crever la dalle. Bah oui, parce que quand vous avez une meute de 6 carnivores de 2 à 4 tonnes, je sais pas exactement ce que c'est le poids d'un albertosaure pour être tout à fait honnête, mais 2 à 4 tonnes, ça me semble pas mal. Mais quand vous avez une meute de carnivores de 2 à 4 tonnes qui se baladent par groupe de 6, vous nourrissez ça comment ? Bah oui, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème de la vie en meute chez des animaux de cette taille-là. C'est que bon, non seulement les preuves sont minces, mais c'est surtout que les animaux, eux, contrairement aux preuves, ils sont gros. Il faut les nourrir, ces bêtes-là. Et c'est d'autant plus un problème qu'on pense qu'ils étaient endothermes, donc qu'ils avaient un métabolisme élevé, donc il fallait qu'ils bouffent beaucoup. Et si vous pensez que les dinosaures étaient endothermes, ce qui, pour les tyrannosauridés, est une hypothèse raisonnable, bah faut que ça bouffe, ces bêtes-là. Et que contrairement à un lion, aujourd'hui, ça peut vivre quelques semaines sans manger, mais pas plus. Et ça fait pas 2 tonnes. Tu vois, ça a pas 2 tonnes de viande à remuer à chaque fois qu'il se déplace, tu vois. Donc c'est ça le problème avec le fait de vouloir faire vivre en meute la totalité du monde dinosaurien, c'est qu'au bout d'un moment, faut que ça bouffe ces bêtes-là. Et où est-ce qu'ils trouvent toute leur bouffe, quoi? Quand vous faites déplacer, on verra dans l'épisode d'après ça, les Pachyrhinosaurus par paquet de milliers là, vous avez littéralement un troupeau de milliers de Pachyrhinosaurus, mais ils mangent quoi? Je veux dire, c'est littéralement vous avez littéralement 50 000 tondeuses à gazon qui se déplacent toutes sur un rayon de 50 mètres. Ils mangent quoi, là? Les 2 premiers rangs, je veux bien, ils trouvent à manger, mais tous les autres derrière, là, ils trouvent quoi à manger? Bah, rien du tout. Rien du tout. Et puis, bah là, c'est pareil c'est encore pire pour les carnivores, parce que les carnivores, ils ont encore moins à bouffer que les herbivores, eux. Leur bouffe, elle se défend et elle se laisse pas bouffer, quoi. Donc les carnivores, ils ont encore moins à bouffer. Et là, l'épisode se termine avec nos Albertosaurus qui ont enfin réussi à tuer un truc et qui sont en train de manger. Ouf, tout est bien qui finit bien. Bah non, on nous a dit plus tôt dans l'épisode qu'un seul animal ne suffira pas à les nourrir tous. On nous dit texto dans l'épisode, une seule prise ne parviendra pas à nourrir toute la meute. Et alors quel est le sens du coup de les faire se balader en meute ?
Parce que moi je suis d'accord, on fait des hypothèses, c'est un documentaire, c'est pas la réalité, enfin c'est un docu-fiction, c'est pas la réalité, de toute façon t'étais pas là, t'habitais pas au Crétacé, tu sais pas comment ça se passait, tu peux pas prouver que c'est pas vrai, tout ça. Moi je veux bien tout ça, mais faut quand même que ça ait un peu de sens, même au sein de la narration, tu vois. Et là, même au sein de la narration, ça n'a pas de sens. On nous dit, une seule prise ne parviendra pas à les nourrir, et pouf, tout est bien qui finit bien, ils ont réussi enfin à tuer un truc, bah non. Ben non, leur société matriarcale, c'est pareil, elle a aucun sens. À la fin, ils finissent par donc tuer une proie, et on voit là notre héros, le héros de l'épisode, qui n'est pas la matriarche, bouffer en premier. Mais ça n'a aucun putain de sens, jamais de la vie. Si vous nous montrez une société matriarcale, eh ben c'est la matriarche qui bouffe en premier, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne une société animale matriarcale. S'il y a une matriarche et qu'il y a eu une proie qui a été abattue, la matriarche, elle joue des coudes, elle vire tout le monde et elle bouffe en premier. Mais jamais de la vie elle va tolérer que ce soit un subalterne qui bouffe en premier. Jamais de la vie. Et là, non, là, encore une fois, anthropomorphisme. On voit la matriarche, on voit donc l'Albertosaure, personnage principal, en train de manger la proie, et la matriarche qui lui fait limite un regard en mode « Bien joué, ma petite. Toi, t'es une vraie. » Et puis c'est pareil, encore une fois, notre Albertosaure, personnage principal, elle a un petit copain. Alors bon, au-delà de l'anthropomorphisme et du fait qu'elle a un petit copain, le petit copain est mort, oh là là. Mais dans quelle société matriarcale la matriarche n'est pas la seule à se reproduire? Je dis, au moins, faites en sorte que la matriarche ne voit pas que notre personnage principal, elle a un petit copain. Je veux dire, mettez au moins en scène le fait que pour pouvoir s'accoupler ou pour pouvoir se bécoter, parce qu'on les voit pas réellement s'accoupler, quand on les voit se bécoter, ils se cachent pour pas que la matriarche leur défonce la gueule. Parce que là, si c'est une société matriarcale, dominée par une femelle, eh ben, la femelle, elle va pas tolérer que d'autres éléments de la meute se reproduisent aussi. Mettez en scène les conneries que vous dites. Bah non, il y a même la cohérence à l'intérieur de la narration n'est pas respectée. Moi je veux bien, montrez-moi une société de tyrannosaures matriarcale, oui, les femelles étaient plus grosses, ok, mais faites en sorte que cette société matriarcale ait du sens au sein de la narration. Là c'est juste, en fait on s'en fout. Allez, épisode suivant, épisode 5. Un épisode qui, originalité, se passe où? En Amérique du Nord, quand au Crétacé supérieur. Sauf que maintenant, ça va être les pachyrhinosaures. Ça alors, Pachyrhinosaurus sur la Terre des dinosaures. Pourquoi est-ce que ça me rappelle quelque chose? Alors pour ceux qui savent pas, sur la Terre des dinosaures, ils avaient déjà produit un film qui était entièrement dédié, un film cinéma, j'entends, mais qui était entièrement dédié au Pachyrhinosaurus. Et là, ils nous resservent ça dans leur nouvelle série. En vrai, quoi. Donc on suit un nouveau bébé Pachyrhinosaurus, dont le nom cette fois n'est pas Pachi, mais c'est un autre nom, et puis je m'en fous un peu. Et honnêtement, je vais pas faire plus de commentaires que ça. C'est exactement la même histoire que le film sur la Terre des dinosaures, et voilà, un point c'est tout. Donc une communauté gigantesque de Pachyrhinosaurus qui se promènent, qui migrent, et puis voilà, le petit Pachi, il va falloir qu'il retrouve sa maman. Et puis voilà. Alors la grosse question que je me suis posée en regardant l'épisode, c'est est-ce qu'on a vraiment déjà retrouvé autant de Pachyrhinosaurus tous ensemble comme ça? Il y a effectivement 2 ou 3 gros assemblages des bone beds, vraiment, mais monospécifiques, enfin bone beds, des lits d'ossements à une seule espèce, un Pachyrhinosaurus, qui ont été retrouvés et qui ont l'air quand même de bien soutenir que quand les bestioles crevaient, elles avaient tendance à crever en nombre et tous ensemble. Donc contrairement aux trucs qu'on a pour les carnivores où on a des occurrences qui sont généralement des occurrences uniques,
Pour les Pachyrhinosaurus, il y a quand même c'est quand même arrivé plusieurs fois qu'on les retrouve en très très grand nombre et tous ensemble. Donc c'est un peu mieux soutenu, et puis on a les empreintes de pas, ce qu'on n'a pas pour les carnivores. Les carnivores, les empreintes de pas parallèles, on en a quasiment pas, alors que pour les Pachyrhinosaurus, enfin les cératopsiens de manière générale, quand même c'est un peu plus courant de retrouver des empreintes de pas, de très nombreuses empreintes de pas, des pistes entières où on a des empreintes parallèles. Petit big up au ptérosaure, ptérosaure géant une fois de plus, 6 mètres d'envergure, qui a toujours la même gueule, c'est toujours le même modèle 3D, mais alors là on le voit s'envoler, enfin on le voit atterrir et se réenvoler immédiatement, et alors la gravité peut aller se faire foutre, mais tellement, c'est la magie, c'est la magie. On arrive donc à l'épisode 6, c'est là où vous pourriez croire qu'ils auraient pu garder le meilleur pour la fin, vous seriez bien, vous seriez bien naïf de vous imaginer ça, non. L'épisode 6, donc, qui est le seul épisode qui ne se passe pas au Crétacé, et le deuxième épisode qui ne se passe pas en Amérique du Nord, quand même. Donc on est au Jurassique supérieur du Portugal, il y a 150 millions d'années, donc ça y est, enfin on quitte le Crétacé d'Amérique du Nord, et pour fêter ça, on va vous filer les effets spéciaux les plus dégueulasses possibles. Et j'avais déjà vu dans le trailer, justement, je vous avais dit, là, on voyait les brachiosaures se faire un câlin dans le trailer, et je vous avais dit, oh, c'est pas beau! Parce que autant dans un trailer, on peut dire, ouais, mais ils vont peut-être retravailler les effets spéciaux d'ici que ça sorte. La réponse est non. Et alors, cette absence de respect pour les Portugais, donc on voit les chercheurs portugais en train de faire leur boulot, ils font l'effort de parler anglais pour le documentaire, et ben ils les ont sous-titrés. Et là, par contre, j'ai pété un plomb. Là, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus, enfin déjà que le documentaire de manière générale m'avait déçu. Vous faites se dérouler votre épisode au Portugal, ok, vous interviewez des chercheurs portugais, ok, les sous-titrés, je veux dire, en plus leur anglais il est pas dégueulasse du tout, ces portugais, c'est pas comme s'ils avaient un anglais absolument dégueulasse, non, leur anglais il est grammaticalement correct, et je veux dire ils articulent bien et tout, ça se comprend très bien, et non, ils les ont sous-titrés, le respect est mort. Bon, les points positifs. On nous montre ces empreintes de pas du Portugal, qui ne sont pas n'importe quelles empreintes du Portugal, c'est Notre-Dame d'Espichel ou Sainte-Marie d'Espichel. Et on nous montre un combat de Lusotitan qui est pas dégueulasse du tout. Donc c'est ça, Lusotitan. Ils utilisent leurs griffes, alors ils se dressent sur leurs pattes arrière pour utiliser la griffe qu'ils ont sur les pattes avant. Donc qui est le seul et unique doigt qu'il leur reste, c'est des brachiosauridés, ils ont plus qu'un seul gros doigt avec une griffe sur la main, donc ils utilisent leur griffe pour se battre et ils se dressent sur leurs pattes de derrière. Bon, ça semble un usage assez correct de cette structure. Et surtout, ils nous montrent que quand ils se pètent la tronche, ils se brisent leurs os, et ça c'est bien, ça veut dire qu'on tient compte de l'allométrie, c'est-à-dire du fait que les animaux plus gros sont aussi proportionnellement plus fragiles du fait de leur poids. Donc ça, au moins, il y a le combat est ok, enfin les combats, il y en a 2, et il y a 2 combats, c'est les 2 meilleurs combats de la série. Et tout ça pour que les brachiosaures finissent ensuite par s'accoupler, puisqu'évidemment c'est tout ça pour les beaux yeux d'une femelle. Tout ça pour que les brachiosaures finissent par s'accoupler et qu'on ne nous montre pas l'accouplement, qui est quand même l'une des plus grandes questions de la paléontologie moderne, c'est comment ces machins se montaient dessus. Bon là, on prend pas le risque, voilà. Comme je disais, la magie du hors-champ, et pouf, des œufs. Magie. Donc dommage, justement, ça aurait fait partie des choses intéressantes à montrer, à proposer, ça aurait été un petit peu, ça aurait un peu changé, vous voyez. Mais bon, tant pis. Et puis dernière chose intéressante, il nous parle de récepteurs qu'ils auraient dans les pieds pour entendre les vibrations. Alors il y avait effectivement été proposé que les sauropodes avaient une espèce de gros organe en graisse sous les doigts, exactement comme les éléphants, et qui leur permettait de réceptionner les vibrations. Alors ils nous disent qu'ils ont les récepteurs dans les pieds. Non, chez les éléphants, ce qu'on a, c'est que le récepteur est dans le pied, mais ensuite le son se réverbère le long du bras pour finir dans l'oreille. Donc c'est les récepteurs sont dans l'oreille, ils sont pas dans le pied. Mais bon, on peut admettre que ils entendaient les vibrations, enfin qu'ils sentaient au moins les vibrations dans les pieds. Ça peut être une possibilité. Après, l'oreille d'un brachiosaure est un peu trop loin du sol, je pense, pour que le mécanisme fonctionne, et d'autant qu'on connaît l'oreille interne de brachiosaure et qu'elle n'est pas spécialement adaptée à l'audition des très basses fréquences, ce que sont les fréquences sismiques, justement. Voilà!
C'est tout pour le retour sur la Terre des dinosaures QV 2025. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!